Alors, on va commencer puisqu'il est 18 heures. Donc, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous êtes encore plus de 70 inscrits ce soir. Ça doit être le 14e ou 15e webinaire que je fais sur ce thème-là. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'alterne un peu sur deux thèmes. Celui de ce soir qui est plutôt orienté sur le projet professionnel et puis une fois sur deux, maintenant tous les 2 mois à peu près, sur la carrière plutôt entrepreneuriale. Voilà, sur les projets entrepreneuriaux. Donc, comme je vous disais, vous avez la possibilité d'interagir avec moi par le système de questions-réponses. Bien sûr, vous ne voyez pas les questions des autres, mais moi, je vais reformuler les questions de tout le monde et les réponses que j'y apporte. Et je précise dès maintenant que je vous invite à vraiment mettre vos commentaires, mettre vos questions au fur et à mesure de ma présentation et pas seulement à la fin, tout simplement parce que ça rend plus fluide la présentation. Et puis, surtout, je sais par habitude qu'on peut oublier ces questions une fois arrivé à la fin. Donc, autant les poser tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, encore une fois, je vous ai mis le lien vers mon calendrier. Je vous en reparlerai tout à la fin du webinaire. On est là pour 45 minutes. Donc, je vais aller très, très vite sur toute la partie d'explication sur ce que c'est que le HPI. Mais néanmoins, ça va faire beaucoup d'informations et je vous expliquerai pour quelles raisons après. Alors, on va démarrer tout de suite et je vais donc partager ma présentation. Si je la retrouve, la voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Si vous pouvez me confirmer par message que vous voyez bien. Oui, alors vous n'avez pas besoin de Renaud, vous n'avez pas besoin de lever la main. Vous pouvez directement vous exprimer par le système de questions-réponses. Voilà. Donc très bien, parfaitement. Ok, super. Merci beaucoup. Donc. Alors, au menu de ce soir, d'abord, comme je vous disais à l'instant, je vais refaire des explications sur de quoi on parle quand on parle de HPI, quand on parle de multipotentiel, et vous verrez que j'alterne régulièrement entre ces deux termes-là. J'expliquerai après pour quelles raisons. Ensuite, on parlera de quels obstacles, d'ailleurs avec une belle faute d'orthographe, les obstacles au singulier, au, au masculin, bien entendu, pour se définir et atteindre votre projet professionnel, qui sont liés, en fait, ces obstacles directement au mode de fonctionnement que je vous aurais évoqué juste avant. Je ferai un petit zoom sur le syndrome de l'imposteur, qui est un grand classique chez les HPI. Et puis, enfin, on terminera, bien évidemment, par ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire comment surmonter tous ces obstacles. Voilà. Et puis vos questions à la fin, mais surtout, je terminerai par quelques messages personnels, en particulier pour celles et ceux que j'ai eus au téléphone avant ce webinaire. Alors, de quoi parle-t-on quand on est quand on parle de HPI? Alors, d'abord, je précise que le HPI se mesure par un test de QI, et en l'occurrence, le seul test qui est reconnu officiellement et scientifiquement, c'est le WAIS 4, le test pour adultes. Mais en réalité, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est plus des modes de fonctionnement des HPI. Euh, et je précise qu'il n'y a pas d'étude scientifique qui a démontré la corrélation entre d'un côté la mesure d'un QI supérieur à 130, puisque c'est ça la définition de HPI, et puis de l'autre, ces modes de fonctionnement dont je parle ce soir. Pourtant, toute la littérature sur le sujet, et moi je le constate aussi aujourd'hui, on va dire au quotidien avec les dizaines et les centaines de personnes que j'ai eues au téléphone, il y a effectivement une corrélation entre d'un côté cette notion de HPI et de l'autre ces modes de fonctionnement. Et puis, je précise aussi que j'ai longtemps mal considéré ce terme de HPI parce que, en fait, il induit un peu dans notre esprit ou dans l'inconscient collectif une forme de supériorité qui, selon moi, n'existe absolument pas. Chaque être humain a bien sûr une forme d'intelligence, une forme d'unicité, on pourrait dire. Chacun a une a une raison d'être, hein, d'être sur Terre. Et puis en plus, parce que le thème de HPI n'est pas si explicite que ça. Au sujet des modes de fonctionnement dont je vais parler ce soir. Et puis enfin, parce que le terme de HPI véhicule tout un tas de mythes et de fausses croyances, par exemple avec la série HPI, et aussi parce que ce terme, il est galvaudé et mal compris souvent par la plupart des autres personnes. A contrario, quand même, il faut bien dire que ce terme HPI, il a quand même des intérêts. Dans HPI, il y a le P de potentiel, et c'est bien là la question, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est que bien souvent, les HPI ont du mal à transformer leur potentiel en une réalité. Et puis dans HPI, il y a le I de intellectuel.
Alors, dans ce que je vais vous expliquer, en fait, en grande partie, ce sont des modes de fonctionnement cognitifs qui sont différents, et c'est bien de ça dont il est question. Alors, quels sont ces fameux modes de fonctionnement dont je voulais parler? En même temps, je vais revérifier que je n'ai pas loupé quelques messages. Alors, on va y arriver. Oui, il semblerait qu'il y ait déjà des questions-réponses. Ok, non, c'était juste des commentaires. Tout va bien. Bon, parfait. Je continue ma présentation. Désolé pour cette petite interruption. Alors, on va y arriver. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de HPI et de modes de fonctionnement différents? On va d'abord parler de différence sur l'intelligence cognitive. Concrètement, c'est quoi cette différence? C'est d'abord une capacité, un goût pour le raisonnement. Alors, j'y reviendrai après, mais parfois ça confine un petit peu à l'addiction d'une certaine façon. Ensuite, ça va être une capacité d'analyse et de synthèse. Ça va être aussi une rapidité cognitive qui va se traduire à la fois sur la rapidité d'observation, la rapidité de compréhension et parfois la rapidité d'élocution. D'ailleurs, la preuve, moi, je me perds un petit peu des fois dans mes mots. Ça va tellement vite. Il va y avoir aussi dans cette différence cognitive une attirance pour la complexité et la difficulté et pour le challenge. Je vais y revenir aussi tout à l'heure. Il va y avoir un goût et une aptitude à apprendre et ça va se traduire d'ailleurs assez souvent par une tendance à l'autodidactisme, c'est-à-dire une capacité et une envie d'apprendre par soi-même. Cette aptitude à apprendre, en fait, va aussi avoir un impact sur la capacité d'adaptation. Là aussi, je vais y revenir. Il va y avoir aussi une grande mémoire à long terme, une facilité de compréhension des concepts scientifiques, et puis un goût pour l'abstraction, c'est-à-dire la capacité vraiment à entrer dans des théories, et puis une capacité aussi, alors ça va vous intéresser directement dans le contexte professionnel, à travailler plusieurs sujets, plusieurs projets en simultané. Alors, vous allez voir, je vais dérouler énormément de caractéristiques et vous allez comprendre à la fin pour quelles raisons je vous ai expliqué toutes ces caractéristiques et pourquoi peut-être sur certains vous vous sentez plus concerné que d'autres. Deuxième différence, il va y avoir des différences sur l'intelligence émotionnelle. En général, un HPI va être plus sensible que la moyenne. On parle d'hypersensibilité ou de supersensibilité. Alors attention parce que tous les HPI sont plus sensibles que la moyenne, mais tous les supersensibles ne sont pas HPI. On estime que les plus sensibles, les hypersensibles, sont 10 à 15% de la population. Or, les HPI, c'est plutôt 2 à 3% de la population. Donc, on voit bien que la population des plus sensibles inclut les HPI, mais l'inverse n'est pas vrai, évidemment. On va inclure également un certain sens de l'humour et qui va souvent se traduire au deuxième, troisième degré. Donc, c'est un humour qui n'est pas toujours facile à comprendre. Ça va être aussi, ça va se traduire par une forme d'extra-perception des sentiments d'autrui, ce qui peut parfois être envahissant, des sentiments et des émotions d'autrui. Il va y avoir également des sentiments qui sont passionnés, une forme d'affection qui peut être compulsive et dans certains cas, ça va se traduire par des pratiques addictives. Alors pas toujours, mais en tout cas sous stress, c'est assez fréquent que les HPI tombent dans des formes d'addiction. Ça va se traduire aussi par une sensibilité à l'atmosphère. Alors, qu'est-ce que j'entends par une sensibilité à l'atmosphère? Ça va être une sensibilité exacerbée à tout ce qui est bruit, lumière, odeur. On pourrait dire une forme d'hyperesthésie, hein, d'une certaine façon. Ça va se traduire aussi par une forme d'introversion par protection, en fait, hein, par protection émotionnelle. Là aussi, je pourrais y revenir. Il va y avoir aussi une capacité à envisager une situation sous différents angles. Cette sensibilité, c'est une sensibilité à la compréhension de différents angles, de différents points de vue. Et puis, un autre point aussi, ça va être une capacité à l'émerveillement. Et puis enfin, toujours sur cette intelligence émotionnelle, ça va se traduire par une ouverture aux expériences nouvelles. Alors, j'enlève le mode grand écran parce que je ne vois pas vos messages et du coup, je ne suis pas sûr de pas en louper. Bon, pour l'instant, pas de message. Très bien. Je vais le mettre en bas. Voilà, on va reprendre. Donc, ça, on a vu. Très bien.
On va parler également de différences sur l'intelligence relationnelle. Alors, de quoi il est question sur l'intelligence relationnelle? Un HPI va le plus souvent avoir un sentiment de décalage, un sentiment de différence avec les autres. Et du coup, ça va se traduire aussi par un sentiment d'enfermement et de solitude. Et forcément, ça va avoir des impacts, alors même qu'il peut avoir une forme d'empathie et une forme d'envie relationnelle importante. Eh bien, pour autant, ce sentiment d'enfermement et de solitude va forcément avoir beaucoup d'impact. Il va avoir aussi une propension à la compassion et l'empathie pour les autres. On verra que ça va avoir des impacts aussi sur la capacité à, j'allais dire, ne pas s'oublier. Parce que en effet, le HPI a tendance à un peu s'oublier dans sa vie et dans sa vie professionnelle, bien entendu. Alors, il va avoir aussi tendance à poser des questions qui peuvent être embarrassantes et à contester l'autorité qui est en place. Alors, je vois qu'il y a un petit commentaire ou une question. C'est peut-être prévu dans les prochains slides, mais un HPI a plein de capacités à, sous réserve que le sujet l'intéresse, il me semble. Oui, bien évidemment, Véronique, on est d'accord. L'intérêt pour mille choses, c'est à condition effectivement à condition, évidemment, d'avoir un intérêt. Mais comme cet intérêt, Véronique, est en général extrêmement multiple et très varié, eh bien, ça va aller dans beaucoup de sens. Je ne sais pas si ça répond à votre question, n'hésitez pas à revenir dessus. Donc, tendance à contester aussi l'autorité en place. Il va avoir aussi une non-perception ou une mauvaise perception de la façon dont il est perçu par les autres. Alors, je dirais tester plus que contester. Oui, Marie-Alexandra, merci du commentaire. Effectivement, contester, on va dire, c'est dans certaines situations un petit peu extrêmes quand à un moment donné, il a du mal. Mais effectivement, ça se traduit d'abord par tester. Je trouve que c'est une excellente remarque. Merci, Marie-Alexandra. Donc non-perception de la façon dont il est perçu par les autres, c'est-à-dire qu'en fait, il se voit comme les autres, et donc il n'a pas conscience et comme il est dans cette tendance à l'adaptation aux autres, et bien effectivement, il ne voit pas que les autres le voient de façon complètement différente, et à quel point les autres le voient de façon complètement différente. Alors. Ils sont aussi également très honnêtes et intègres, et ils vont avoir des attitudes qui sont en général sincères et directes. Et je pourrais y revenir un peu plus en détail, mais ce côté très direct peut être mal perçu ou en tout cas incompris dans des contextes extrêmement politiques ou dans des contextes où la forme prend beaucoup plus le pas que sur le fond. Donc voilà aussi pour quelles raisons il peut y avoir des difficultés relationnelles. Alors. Une question. Ils ont du mal à mentir, effectivement. Oui, tout à fait. Merci, Marie-Alexandra. Euh, et puis, parfois, ils ont besoin de solitude et de contemplation. Alors ça, c'est un des points importants parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il a besoin de connexion, il a besoin de relationnel, mais en même temps, ils ont besoin de solitude. Enfin, dans certains moments, ils ont besoin de solitude et de contemplation. Donc, c'est ce qui fait aussi que c'est pas toujours facile de s'approprier ces modes de fonctionnement. Et puis, je vais parler d'intelligence créative. Alors, ils ont aussi une différence sur cette dimension parce que ils ont une aptitude et au goût pour l'invention et la création. Ils ont une grande originalité et imagination dans tous les domaines. Alors, ça leur vient aussi du fait que ils ont cette espèce de fonctionnement en arborescence. Ils ont cette facilité à connecter des sujets différents entre eux, et c'est ce qui fait que ils peuvent être extrêmement créatifs, extrêmement imaginatifs. Et comme je vous disais tout à l'heure aussi, qu'ils ont ce goût pour le merveilleux. Ils ont en général une âme d'artiste et un goût d'artiste. Eh bien, tout ça leur confère une grande imagination. Ils ont aussi une grande curiosité, tout ça se combine entre eux, hein. Ils ont souvent des idées que je vais qualifier d'inhabituelles ou décalées. On pourrait parler de out of the box, comme on dit maintenant, voilà, pour être dans l'anglicisme. Ils ont aussi une capacité à connecter des sujets qui a priori sont opposés, à marier les concepts, et là encore, ben, ça va les rendre extrêmement créatifs et innovants. Alors, tout ça, c'est en ce qui concerne, on va dire, des formes d'intelligence différentes, mais du coup, je vais dériver un petit peu sur d'autres caractéristiques et en même temps être attentif à vos questions. Euh,
Marie qui dit des marginaux intégrés. Je trouve que c'est sympa oui, oui, tout à fait. Des marginaux suradaptés, je dirais. Alors, toutes ces différences et d'autres que j'exprime pas forcément ici vont les conduire à avoir des attitudes assez inhabituelles, comme par exemple une très forte humilité. Et là, ce que je vous évoque maintenant, ça va commencer à vous expliquer en quoi c'est difficile pour vous d'avancer dans votre carrière professionnelle. Tout ça, c'est lié à leur capacité à apprendre, à se remettre en cause, à leur haut niveau d'exigence. Je vais y revenir juste après. Ils vont aussi avoir un fort besoin d'autonomie et de liberté. Donc forcément, on voit bien que l'autonomie et les libertés ne sont pas forcément toujours compatibles avec l'organisation, la structure en place, avec la hiérarchie, avec le besoin d'organisation. Ils vont aussi avoir un très haut niveau d'exigence professionnelle et personnelle, d'abord pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Alors, en général, c'est plus fort pour eux-mêmes. Ça peut tendre aussi au perfectionnisme. Or ça, le perfectionnisme, c'est pas forcément toujours très bien accepté en contexte professionnel. Ils sont aussi préoccupés par la recherche de vérité et la quête de sens. Or ça, la quête de sens, j'ai envie de dire, bien souvent dans le monde professionnel, on vous dit, bon, écoutez, là, à un moment donné, il faut avancer, il faut agir. Maintenant, le pourquoi du pourquoi, on peut pas forcément répondre à toutes les questions. Et ça, c'est là où ça peut éventuellement poser difficulté. Innovant créatif, Jacqueline, surtout nous dérangeons souvent. Oui, clairement, clairement. Amandine, dans l'intitulé de votre titre, vous mentionnez HPI, multipotentiel. Que sous-entendez-vous par multipotentiel? Alors, multipotentiel, en fait, c'est un terme qui a été employé dans les années 70 par deux Américains, un spécialiste en éducation et un psychologue. Alors, j'ai plus les noms en tête. Et puis, ça a été popularisé clairement, vraiment extrêmement récemment en France par Myriam Augier et son ouvrage qui s'appelle Les multipotentiels atypiques. Donc, en fait, multipotentiel, je trouve que ça exprime bien cette notion de partir dans différentes directions, avoir des intérêts multiples, avoir des multi-expertises. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Amandine. Jennifer, je ne me sens pas anarchiste. Non, bien sûr. Et encore une fois, toutes ces caractéristiques que je vous évoque, vous allez vous sentir plus ou moins concerné par certaines, plus ou moins coloré, comme je dis parfois, par chacune d'entre elles. Mais je vais y revenir après. Alors, la fonctionnalité du chat, non, le chat ne fonctionne pas. Perrine, vous pouvez effectivement vous exprimer par l'intermédiaire des questions-réponses, mais du coup, ça vous permet de poser vos questions, de mettre des remarques dont je fais bénéficier à tout le monde. Euh, Alors, Amandine, certaines personnes multipotentielles, de par un parcours professionnel multiples postes, ne sont pas pour autant du tout HPI. Est-ce que c'est comme pour l'hypersensibilité, les HPI sont multipotentiels, mais réciproque ne s'applique pas? Là, je dirais quand même que globalement, moi, je lis la littérature sur les multipotentiels, je vois une énorme concordance avec les HPI, en tout cas avec les modes de fonctionnement des HPI. Ou plus exactement, on pourrait dire que les HPI ont des modes de fonctionnement de multipotentiels. Donc c'est en cela que je ne fais pas vraiment de différence entre HPI et multipotentiel. La seule différence qui pourrait exister, c'est que d'un côté, le HPI se mesure par un QI et de l'autre, les multipotentiels, ça se mesure pas, mais ça s'évalue ou en tout cas ça se ressent par effectivement une correspondance, une corrélation avec tous ces modes de fonctionnement que je suis en train de vous évoquer. Isabelle, on fiche le bazar dans les entreprises trop novateurs, on voit toujours ce qui ne va pas, on est visionnaire. Oui, tout à fait, exactement. Je suis complètement d'accord. Swazig, les intelligences multiples par Howard Gardner, bien sûr, oui, ça on va dire Howard Gardner, c'est une référence hein, des intelligences multiples qui permet, alors, de mon point de vue, ce qui est intéressant dans Howard Gardner, qui est déjà assez ancien, hein, ça date des années 90, c'est une démonstration que le HPI et le QI et le test de QI, qui ne mesurent que deux formes d'intelligence, hein, logico-mathématique et linguistique, sont extrêmement limités en termes d'évaluation de l'intelligence. C'est en cela que, d'une certaine façon, les tests de QI, pour moi, ne mesurent pas vraiment l'intelligence. Ils mesurent des formes d'intelligence, mais ils ne mesurent pas une intelligence au sens global du terme.
Voilà, donc effectivement, Swazik, hein, les 8 types d'intelligence de base de Gardner sont l'intelligence linguistique, logico-mathématique, interpersonnelle, intrapersonnelle, spatiale, corporelle, kinesthésique, musicale et naturaliste. Merci beaucoup de ces précisions, Swazik. Euh, alors Isabelle, ma place sur le bord du groupe, ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu plus, de comprendre ce que vous entendez par là. Lisa, comment c'est possible de cocher autant de cases? Incroyable, c'est la première fois que je me sens vue. Alors, non seulement, en général, les personnes de mes webinaires ou mes clients en coaching me disent, mais c'est incroyable, comment tu m'as démasqué? J'ai pas démasqué, c'est juste que c'est ce que je suis moi-même et c'est ce que j'ai confirmé par la littérature. Donc, en effet, effectivement, en général, on a l'impression de cocher toutes les cases et là, ça devient complètement fou. On se dit, mais on a l'impression d'être transpercé d'une certaine façon. L'impression d'être dans un troupeau de moutons sans l'être soi-même, incapacité à suivre et s'intégrer dans le groupe. Oui, tout à fait, Delphine, effectivement. Le mouton, c'est les 97 ou 98% d'autres personnes, ceux qu'on pourrait appeler les normaux pensants. J'ai horreur de ce terme pour le coup. Donc effectivement, nous ne sommes pas des moutons dans le troupeau. On pourrait utiliser aussi l'analogie de la... je jette un œil en même temps à ma montre pour ne pas trop dériver. L'analogie avec le conte de Hans Christian Andersen, hein, le conte du vilain petit canard, qui était en fait... le vilain petit canard, c'était un cygne dans un monde de canards. Ben là, on n'est pas des moutons dans un troupeau de moutons, en effet. Euh, Alors, Céline, le HPI fait rejaillir beaucoup de jalousie, les relations avec les autres est donc compliquées. Absolument, tout à fait. Ça, c'est clair que la jalousie est très très souvent au centre des problématiques du HPI. Besoin de faire plusieurs choses en même temps? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est Delphine. Isabelle, certains passent à la trappe. Bah oui, effectivement, d'une certaine façon. Alors, je sais pas ce que si vous vous mettez dans le lot, Isabelle, mais en général, les HPI ont du mal à exprimer, à transformer leur potentiel. Donc, on peut dire d'une certaine façon qu'ils passent à la trappe, en tout cas, qui passent sous le radar d'une certaine façon. Ou incapacité à faire une seule chose à la fois. Je crois que c'est pas une incapacité à faire une seule chose à la fois. Quand ils ont vraiment envie et qu'ils ont besoin, les HPI sont capables de se concentrer sur une seule chose. C'est juste que leur cerveau va tellement vite et a tellement envie d'être alimenté que même quand ils font quelque chose qui demande beaucoup de concentration, parfois ils sont encore capables de faire autre chose. Je vais vous donner un exemple. Je fais beaucoup de coaching, énormément de coaching individuel, énormément de coaching à distance par téléphone. Et dans ces cas-là, eh bien, il m'arrive de faire autre chose en même temps que je coach. Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est des choses qui me demandent pas une concentration, donc je vais consacrer ma concentration au coaching, mais en même temps, je vais, par exemple, utiliser une petite balle ou je vais utiliser, j'en sais rien, une feuille ou un stylo pour m'occuper. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de multiplicité, en quelque sorte, avec quand même un sujet sur lequel vous consacrez toute votre énergie. Swazik, de mon point de vue, les autres intelligences découlent de ces capacités particulièrement rapides de mise en relation, d'effets entre eux. L'intelligence spatiale est testée aussi. Oui, sans doute. Alors, Florence, il y a plusieurs façons de nommer les HPI, zèbre, HPI, multipotentiel. Cela veut-il dire qu'il y a plusieurs types de HPI? Non, clairement, là sur ce sujet, Florence, je considère que zèbre, HPI, multipotentiel sont autant de façons différentes d'exprimer la même chose. Euh, je dirais juste que euh, chacun a sa propre perception du mot, des termes. Encore une fois, les mots ont tendance à être galvaudés, transformés, etc. Donc, en fonction de sa propre perception, certains n'aiment pas le terme HPI. Comme je vous disais au départ, j'aimais pas le terme HPI. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Donc voilà, et on va utiliser le terme zèbre pour tout un tas de raisons. Moi, je trouve que dans le fond, finalement, le terme HPI est assez clair, même s'il n'est pas aussi explicite que multipotentiel. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'utilise. Jennifer, plutôt l'impression d'être un lion qui joue à être un mouton pour m'adapter. Oui, tout à fait. Je trouve que cette image est intéressante. Sois-y bien, nous sommes les moutons les plus rapides, des sentinelles. Oui, absolument. D'une certaine façon, je partage complètement. Des sentinelles, je trouve que le mot est juste. Sentinelle incomprise, hein, bien souvent. Marie-Alexandra, proie au harcèlement. Tout à fait, c'est évident.
Aurélie, les tests de QI conçus par des non-HPI sont-ils fiables pour détecter des HPI? Y a-t-il d'autres types d'évaluation? Alors, très bonne question. Je ne sais pas par qui ont été conçus les premiers tests de HPI. Je suis pas si sûr qu'ils n'aient pas été conçus par des HPI eux-mêmes. J'en sais rien. Donc, je serais bien incapable de vous dire. Peut-être qu'on peut dire aujourd'hui, d'une certaine façon, que si on sent des limites à ces tests pour évaluer ce qu'on appelle, nous, ce qu'on appellerait l'intelligence, bah, d'une certaine façon, oui, peut-être il faudrait les soumettre à révision ou à évolution ou à complétion par peut-être par des HPI eux-mêmes. Pourquoi pas? Excellente suggestion. Marie, j'ai dû couper les ponts avec des personnes de ma famille qui exprimaient de la jalousie et de l'envie de manière nocive. Absolument. Alors, je trouve que c'est une excellente remarque. Euh, un des conseils que je fais, c'est de savoir de se protéger de personnes toxiques. Eh bien, d'une certaine façon, cette protection doit aller aussi jusqu'à cette protection au sein de la famille. Il ne faut pas croire que parce que les gens font partie de votre famille, qu'ils vous veulent tous du bien. Parfois, c'est de façon même inconsciente, hein. Ils peuvent avoir une vraie intention positive, mais une façon de le faire totalement désastreuse. Voilà. Perrine, je ne suis pas encore testé, mais ma suradaptation de manière générale m'a conduit au burn-out. Bien sûr, le burn-out est extrêmement fréquent chez les HPI. Ils ne voient pas venir souvent le surinvestissement et le burn-out, hein. Donc très clairement oui. Marie est agressive et humiliante. Oui, bien sûr. Enfin, il peut y avoir des attitudes agressives et humiliantes dans certains cas, hein, de personnes toxiques, tout à fait. Sois-y, la jalousie vient de l'ego fâché, des incompris et confus devant nos capacités difficiles à appréhender. Il vient de plein de choses. La jalousie, elle vient de plein de choses. En tout cas, elle est là et il faut savoir s'en protéger là aussi. Daphné, la pensée en arborescente peut pousser à la procrastination. Oui, alors le sujet de la procrastination, c'est un sujet à part entière. Je dirais qu'il faudrait presque un webinaire pour le traiter. Je dirais juste une chose, Daphné, c'est que la procrastination, un, c'est une question de perception. Deux, une attitude extrêmement multifactorielle. Donc, il faut surtout pas résumer la procrastination juste à un mot parce que à ce moment-là, on a beaucoup de mal à s'en sortir. En fait, c'est extrêmement multifactoriel. D'ailleurs, je vous recommande deux articles que j'avais fait sur ce sujet de la procrastination sur mon site web, hein, apolloconseil.fr, et vraiment, vous aurez pas mal de réponses. Stanislas, la difficulté réside sur le sentiment d'être accélérateur dans des entreprises aux étapes multiples. S'adapter au rythme ou oublier son propre fonctionnement. Oui, bien sûr, toute la question de l'adaptation va se jouer aussi sur cette question de rythme, de différence de rythme entre nous-mêmes et l'entreprise, entre nous-mêmes et, j'allais dire, nos équipes, entre nos collègues, etc. Véronique M. Du coup, je ne suis pas la seule à faire autre chose en même temps que j'écoute ce webinaire. Probablement. Probablement, aucun souci. Perrine, je fais toujours plusieurs choses en même temps également. Bah, tant mieux. Lisa Agnessens, pardon, Lisa, est toujours la personne que peut faire encore plus au travail égale risque de burn-out. Oui, bien sûr. Jennifer, y a-t-il des métiers plus adaptés pour les HPI? Faut-il indiquer dans son CV qu'on est HPI? Alors, ça, c'est une grosse question. Moi, ma recommandation principale, c'est de ne jamais parler de HPI. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que mal compris, parce que là encore, jalousie, parce que c'est pas pour autant qu'on va comprendre ce qu'il y a derrière HPI. Quand vous voyez le nombre de caractéristiques, j'ai pas fini, je me suis arrêté en cours de route avec tous vos commentaires. Eh bien, vous pensez bien que c'est totalement inaudible par l'ensemble, par la plupart des personnes. Alors, est-ce qu'il y a des métiers plus adaptés pour l'HPI? Je ne suis pas sûr. Disons qu'ils ont tendance à s'orienter plus facilement vers certains métiers, des métiers orientés vers les autres, des métiers où il y a de la complexité, des métiers où il y a du sens et de l'utilité. Voilà, je dirais ça. Mais il n'y a pas forcément des métiers plus adaptés. Diane, ça peut être une question pour plus tard, car on vous a un peu coupé dans votre présentation. Oui, d'ailleurs, je vais la reprendre et je reprendrai la liste des questions plus tard. Alors, ils sont préoccupés par la recherche de vérité et la quête de sens. Ils aiment les défis, la prise de risque. Alors, c'est pas la prise de risque pour la prise de risque, un peu comme le joueur de roulette, mais plutôt la prise de risque au sens de l'esprit d'entreprise. Ils ne supportent pas l'injustice, la malhonnêteté, le manque d'intégrité et l'incompétence. Donc ça, vous verrez que ça va avoir une importance.
Ils sont aussi visionnaires, intuitifs, aptes à la prospective et l'anticipation. Ils ont beaucoup d'intuition qui s'avère très souvent pertinente. Et puis, ils ont aussi beaucoup d'énergie, une grande énergie, mais le problème, c'est qu'ils ont tendance à la dépenser, non pas à tort et à travers, mais en tout cas à la dépenser facilement et ils s'épuisent facilement. Et puis, dernière chose pour camper le décor, on pourrait dire que chaque point pourrait être facilement contredit. Par exemple, quand je parle de vitesse, il y en a certains qui me disent, oui, mais en fait, j'ai tendance à prendre mes décisions très lentement. Oui, bah parce qu'en fait, et notamment, ils ont peur de ne pas avoir tous les éléments en main, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de l'échec. Donc, voilà tout un tas de facteurs qui peuvent contredire éventuellement cette vitesse. Mais il n'empêche quand même que leur mode de fonctionnement principal, ça reste quand même la vitesse. Et puis, pourquoi je vous ai cité tout ça? Bah, parce qu'en fait, et vous avez commencé à le comprendre, il y a beaucoup de ces caractéristiques qui ont tendance à se combiner entre elles, et c'est ce qui fait, c'est ce qui rend extrêmement complexe et extrêmement difficile l'appropriation de ces modes de fonctionnement. C'est comme si on vous fournissait un avion de chasse et qui avait pas le mode d'emploi et que vous saviez pas justement comment vous les approprier et comment véritablement exploiter le plein potentiel de cet avion de chasse. Alors, c'est quoi les obstacles pour atteindre votre projet professionnel? Je vais aller assez vite là encore parce que je voudrais vraiment que vous ayez le temps d'avoir les solutions. Le premier obstacle, c'est l'éclectisme, la dispersion. En fait, les HPI s'intéressent à tout, presque tout. Ils peuvent s'intéresser à tous les domaines, techniques, humains, au sport, à l'art, à la politique. Si à l'intérieur de la technique, ça va être aussi bien la biologie, la physique, la médecine, les neurosciences, etc., etc. Et puis, du point de vue de la majorité des personnes, l'éclectisme, il est perçu comme de la dispersion, en effet. Et c'est ce qui donne le sentiment au HPI de se disperser, de pas savoir se focaliser. Moi, quand j'ai quitté mon dernier emploi en 2015, pour vous donner un exemple, j'hésitais entre pompier, astronaute et chanteur. Et ça, c'est une réalité. Donc, voilà comment se traduit cet éclectisme et cette tendance à la dispersion. La deuxième cause qui fait que ils ont du mal à avancer dans leur projet professionnel, c'est qu'ils sont dans la suradaptation. En effet, ils ont une empathie surdéveloppée, ils ont besoin de se sentir acceptés, à intégrer, et comme ils sont très agiles et très adaptables, eh bien effectivement, ce sont des champions d'adaptation. On pourrait dire des champions du caméléon, et donc on parle de suradaptation dans le cas des HPI. Alors ça se traduit dans leur mode de fonctionnement. Ils vont avoir tendance à adopter des modes de fonctionnement qui ne leur conviennent pas. Et donc, ça a deux conséquences. C'est que, un, ils ne sont pas performants ils sont pas dans leur excellence. Et deux, ça les épuise. Et voilà aussi pourquoi ils peuvent aboutir facilement au burn-out. Mais surtout, il va y avoir une forme de frustration. Deuxièmement, sur leurs envies aussi, ils vont avoir tendance à oublier leurs envies. Donc ils y perdent la connexion un petit peu avec une partie de leur personnalité. Dans certains cas, même, ils savent plus vraiment qui ils sont. Et puis enfin, sur leurs besoins, ils vont avoir tendance à ne pas oser exprimer leurs besoins. Et ça, c'est un problème, c'est ce qu'on appelle un manque d'assertivité. Et là aussi, ça se traduit par de la frustration. Et la frustration, bien souvent, conduit à la colère. Et comme en plus ce processus se produit très tôt dans votre vie, il devient un peu inconscient et en plus le pli est tellement pris qu'il est difficile d'en sortir. La troisième raison pour laquelle on a tendance à avoir du mal à définir son projet professionnel et à avancer dans son projet professionnel, c'est que on se coupe de nos émotions. Pourquoi? Parce que nos émotions sont tellement intenses, tellement on a beaucoup d'émotions négatives très fortes que par autoprotection, on va se couper de certaines de nos émotions. Euh, Or, le problème, c'est que nos émotions, elles constituent un élément clé de notre personnalité, un élément clé j'allais dire, ce sont des informations clés pour pouvoir avancer dans nos projets. Donc, du coup, ça vient se surajouter à la suradaptation. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une femme pendant plusieurs mois, dont la famille attendait particulièrement à ce qu'elle ait un diplôme, à ce qu'elle ait un métier de médecin ou d'ingénieur, mais qui, au fond d'elle-même, souhaitait petite devenir chanteuse. Et c'est que une fois que je l'ai accompagnée et arrivée à passer l'âge de 40 ans, que elle a pris conscience, qu'elle s'est reconnectée à ses émotions, qu'elle a pris conscience que c'était chanteuse qu'elle avait envie de faire et qu'elle a décidé de se lancer dans cette carrière. Donc on voit bien à quel point ça peut être extrêmement freinant.
La quatrième raison qui fait que avancer dans sa carrière n'est pas facile, c'est que le projet des HPI est atypique. Les HPI imaginent toujours des postes ultra polyvalents, des missions complexes, des environnements et des projets multiples et évolutifs. En général, c'est tout ce qui se passe, c'est l'inverse. Et quand par hasard, ils tombent sur un poste qui correspond à ça, ben, il y a deux possibilités. Soit c'est parce que le recruteur a survendu, ou alors c'est parce qu'ils ont mal compris, ou ils ont un petit peu surinterprété. Et quand par hasard c'est le cas, quand par hasard un recruteur cherche vraiment un mouton à cinq pattes, eh bien en général ça se passe pas forcément exactement comme on l'imagine. Euh, et en entretien, en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que les HPI vont avoir tendance à en faire des tonnes pour démontrer à quel point ils sont capables de faire plein de choses, alors que ça ne correspond pas vraiment à ce qu'attend un recruteur. Un recruteur va plutôt se méfier d'un HPI qui tend à avoir énormément d'expertise. C'est même en général un peu suspect pour un recruteur d'avoir plein d'expertise. Euh, L'autre raison pour laquelle c'est difficile d'avancer, c'est qu'ils abandonnent vite dans leur projet. Comme on dit souvent, ils ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tellement vite en tout qu'ils vont aussi vite pour jeter aux oubliettes leur projet. Alors surtout si en plus, face à eux, ils ont des personnes qui leur disent, mais qu'est-ce que c'est que ton projet? Je comprends pas. Alors, j'ai accompagné un ingénieur pendant un certain temps qui, à plusieurs reprises dans sa carrière, m'a expliqué qu'il avait énormément et qu'il avait fait des virages, pris des virages vraiment à 180 degrés dans sa carrière. Il avait totalement changé d'orientation et à chaque fois, il a cumulé plusieurs changements radicaux dans sa carrière. Et ça a eu deux conséquences. D'abord, il s'est mis en zone d'inconfort et en échec, mais surtout, la conséquence de ça, c'est qu'il avait beaucoup de mal à tirer des enseignements de ces changements. C'est-à-dire qu'il avait du mal à savoir qu'est-ce qui avait bien fonctionné et qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Et puis pour ma part, j'ai le souvenir d'avoir dit à mes parents, alors ça c'est beaucoup plus ancien et on n'est plus dans le registre professionnel, mais je trouvais ça assez amusant. J'ai le souvenir, mes parents me l'ont dit, quand j'avais 6 ans, j'avais eu la chance qu'ils m'emmènent au ski et j'étais tombé du téléski. Et j'ai dit à mes parents, plus jamais je ne referai de ski. Et à 59 ans, je continue à faire du ski et je crois pouvoir dire que je suis plutôt un bon skieur. Donc vous voyez à quel point il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Une autre raison, c'est qu'ils pensent ne jamais être prêts. Ils ont un haut niveau d'exigence, ils ont tendance à être perfectionnistes, ils adorent apprendre, donc il y a toujours besoin de se former encore et plus et encore. Moi, pour ma part, quand je me suis lancé comme coach consultant, je me suis formé à tout. Je me suis formé à l'innovation, à la créativité, à l'éducation positive, à la psychologie positive, à la facilitation, aux neurosciences cognitives, au management libéré, à la process com, à la PNL, coaching individuel, alors tout un tas de techniques de coaching individuel, je vous les passe, à la conduite du changement, au coaching d'équipe, etc., etc. Bon, je regrette aucune de ces formations, hein, toutes sont utiles, mais je pense que j'aurais aussi bien pu me lancer avant et tout aussi efficacement. Euh, et le même processus existe quand un HPI salarié imagine solliciter une promotion vers un niveau supérieur. Il se sent jamais complètement prêt, jamais suffisamment prêt et n'ose pas postuler aux demandes. Alors, j'avance et puis après, je vais regarder vos questions et vos remarques. Alors, le dernier point, et je vais m'arrêter là parce que sinon vous allez tous partir en courant, vous avez souvent un cerveau qui est très envahissant et qui freine à l'action. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé l'image de ce hamster qui tourne dans sa roue. Eh bien oui, nos cerveaux ont tendance à tourner un peu tout seul. Parce que bah, il adore penser et donc votre cerveau a tendance à manger sur votre temps d'action. Et aussi parce que ces pensées vous conduisent à imaginer tout ce qui pourrait mal fonctionner, mal tourner dans l'action, et imaginer comment contourner les obstacles. Mais du coup, en imaginant tout ce qui pourrait mal tourner, bien évidemment, ça vous freine aussi dans l'action. Alors, je vous ai dit que je ferai un zoom sur le syndrome de l'imposteur. Je vais passer juste. Alors, si, quand même, je vais le faire parce que je pense que c'est important de comprendre la combinaison de vos différents modes de fonctionnement qui conduisent à ce genre d'attitude. D'où vient ce syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est un, le haut niveau d'exigence, deux, le sentiment d'être toujours en décalage, incompris, rejeté, trois, c'est la peur de l'échec et de ses conséquences potentielles, et quatre, c'est votre sensibilité à la valeur de l'honnêteté et la sincérité. Donc, on voit bien de quelle façon différents modes de fonctionnement cognitifs s'imbriquent entre eux et arrivent à quelque chose qui est vraiment
on pourrait dire improductive d'une certaine façon. Alors, j'arrive aux clés, et puis en même temps, je vais jeter un œil à toutes vos questions, Hmm. Parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, où est-ce qu'elles sont, toutes vos questions et toutes vos remarques? Euh, alors, il faut que je remonte un peu en amont. Oui, c'est ça. Alors, Diane, je me demandais si beaucoup de HPI ont tendance à se dévaloriser dû au perfectionnisme. Ben voilà. Donc, je crois que j'ai répondu indirectement à cette question. Personnellement, j'ai souvent l'impression d'être pas assez bonne ou rapide. Ah oui, voilà, exactement. Malgré justement cette rapidité et cette performance, hein. C'est-à-dire que vous êtes plutôt surperformant, mais pour autant, votre sentiment, c'est l'inverse. Donc du coup, gros manque de confiance en soi, l'impression d'être sous-estimé par certains. En fait, c'est votre problème, Diane, c'est que vous êtes d'abord sous-estimé par vous-même. Alors, vous êtes aussi sous-estimé par les autres du fait de cette incompréhension. J'ai l'impression que quelqu'un me sous-estime, je vais avoir tendance à accepter ce rôle et pas réussir à me montrer comme je suis vraiment. Oui, bien sûr. François, jalousie de la famille, HPI n'est-il pas génétique? Oui, clairement, il y a un facteur génétique dans le HPI. Je vous confirme, François. Je te confirme, je crois qu'on se tutoyait. Alors, Swazik, David Wexler a conçu les premiers tests en 38. Oui, merci, bien sûr. Les tests d'intelligence sont les plus utilisés dans le monde entier. Il estimait que l'intelligence n'était pas unitaire, mais composite, les différents traits étant mesurables séparément. Tout à fait. Donc, on voit bien hein, que déjà, il y avait cette notion de composite. Je pense que, enfin, David Wexler, je ne sais pas s'il était HP lui-même, en tout cas, il avait certainement une forme d'intelligence assez large. Maintenant, ça n'empêche pas de remettre en cause hein, la compréhension et la bonne lecture des tests de HPI d'aujourd'hui. Amandine, moi, c'était plutôt le mépris et l'agressivité. Tu ne penses pas comme nous et tu argumentes avec une substance que l'on ne peut pas comprendre, donc tu es un problème. Ou l'art de déranger. Bah, tout à fait. Isabelle, procrastination, c'est différent des autres, une peur cachée. Alors là, je suis pas sûr de bien comprendre. Faudra peut-être reformuler la question. François, héréditaire, oui, HPI héréditaire d'une certaine façon, puisque c'est un peu dans les gènes. Je pense c'est pas que dans les gènes, hein, mais il y a une part génétique. Bertrand, fatigué d'avoir toujours raison trop tôt. C'est vrai. Kenza, la sous-stimulation professionnelle m'a conduit au bore-out et dépression. Peu importe les différents emplois occupés, comment exploiter son potentiel lorsque le système professionnel et la société ne comprend pas notre fonctionnement? Eh bien, d'une certaine façon, il s'agit non pas de se suradapter aux autres, mais d'expliquer comment on fonctionne pour faciliter cette interaction. Euh, Isabelle, c'est compliqué en équipe commerciale. Alors, je ne sais pas à quoi ça faisait référence. Marie-Alexandra, H de HPI vu comme un handicap. Ou, ouais, bah oui, le haut potentiel peut être vu comme un handicap, parfois. On va voir les solutions. Swazik, ne jamais le mentionner. Oui, oui, tout à fait, effectivement. Swazik, ne jamais mentionner le HPI. 2 licenciements en 6 mois à cause de ça. Je confirme, hein. Je suis complètement en phase avec vous dans un CV ou dans un entretien. On ne le mentionne jamais. Amandine confirme, car tu mets les gens en face de leurs propres limites et ils te le feront payer, d'une certaine façon. Je partage. Perrine, de toute façon, on se reconnaît entre nous, je pense, on sent les gens. Absolument. Même si ça n'est pas si simple que ça, justement du fait de la suradaptation. Delphine, comment valoriser notre façon d'être si on ne peut pas en parler en entretien? Bien, je vais en parler. Bravo Cyril, pas simple de gérer un groupe de HPI, nous sommes pires que des gosses. Bah, non, 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 je ne suis pas d'accord, vous êtes tous formidables, mais effectivement, il faut un peu d'habitude pour gérer tout ça. Euh, alors, il y avait une faute d'orthographe peut-être, je sais pas où. Dispersion problématique, tellement vrai. Tout ce qui s'apprend est passionnant. Chanteur, parfait pour Swazik. Très bien cerné l'incompétence relative, bravo. Isabelle, on rate souvent des entretiens. Oui. Omar, manipulation affective et frein en entreprise. Oui, bien sûr, ça existe, la manipulation. Nous sommes, les HPI, nous sommes une proie facile pour les manipulateurs et les toxiques. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Et ce que je dirais, c'est que vous avez besoin de vous protéger des toxiques. Et donc, comment gérer ça émotionnellement? C'est dur de ressentir ce que pensent les autres, surtout quand c'est négatif et injuste. Euh, Qu'est-ce que je vais dire à ça?
Encore une fois, se protéger de celles et ceux qui sont trop éloignés de vous, Diane, et apprendre aussi à expliquer vos modes de fonctionnement pour mieux vous interfacer aux autres. Voilà, c'est peut-être deux clés que je donnerais. Avec les enfants, c'est encore pire, on fait passer tout le monde avant nous. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, Daphné. Il faudrait peut-être réexprimer la question. On me dit que je suis trop critique, je pointe tous les défauts d'une situation. Tout à fait, Swazik. Alors c'est là où peut-être il faut savoir se tempérer dans cette façon d'être trop critique, y aller avec modération pour que ce soit, pour que ça reste acceptable. Et puis peut-être aussi faire appel à des interprètes, des personnes qui sont capables de comprendre, d'entendre aussi vos critiques. Trop d'expertise, faut-il simplifier son CV? Je ne crois pas, Bertrand. Je crois qu'il faut savoir d'abord peut-être cibler en fonction de où vous vous adressez, mais si vous vous adressez vers des postes qui ont besoin de cette multiplicité, si vous vous adressez vers des postes qui ont besoin de cette complexité, eh bien d'une certaine façon, il va bien falloir afficher que vous êtes on peut dire, des talents de la complexité. Alors, Swazik, le recruteur a survendu. Twice this year, il veut souvent essayer une Ferrari alors que son besoin est plus une 4L. Absolument, je partage totalement. Il faut se méfier de ces recruteurs qui veulent une Ferrari ou près d'une 4L. Thomas, je pense que l'abandon est aussi lié à un overthinking à outrance en anticipant la multitude des obstacles à venir. Oui, tout à fait, exactement. Enfin, je crois que je l'avais exprimé comme ça, mais si c'était pas clair, ben merci Thomas de l'avoir précisé. Alors, oui, couteau suisse, très clairement, les HPI s'expriment souvent comme étant des couteaux suisses et c'est pas très très vendable un couteau suisse dans un recrutement. Je ne me sens jamais assez, Marie-Alexandra, alors que vous êtes perçue comme beaucoup trop souvent. Du coup, comment on se dévalorise? C'est pour ça qu'on a des coups de blues, absolument, absolument, Marie-Alexandra. Alors, je vais reprendre parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps de terminer. Où est ma présentation? Pouf, elle est là. Donc, les solutions. Comment surmonter tous ces obstacles? Je vais essayer d'aller vite. Première clé, et ça, je le dis tout le temps. D'abord, premièrement, apprenez à mieux vous connaître. Alors, c'est pas seulement de suivre mon webinaire et de dire, OK, j'ai la liste, tout va bien. Non, c'est de bien comprendre à quel point vous êtes coloré de tel ou tel mode de fonctionnement. Et derrière, c'est de prendre conscience de l'écart que vous avez avec la moyenne des gens. Et c'est souvent là que ça pêche. C'est vraiment dans cette mesure de l'écart, cette prise de conscience de la différence effective, puisque en plus, vous êtes dans cette notion de suradaptation. Enfin, dans cette attitude de suradaptation. Et surtout, une fois que vous avez compris quels sont vos modes de fonctionnement, c'est comprendre les impacts de ces modes de fonctionnement dans votre vie professionnelle. Alors, je vois qu'on est arrivé à 48. J'ai un peu tendance à déborder, mais je vous assure que je terminerai avant les 19 heures. Voilà. Le deuxième aspect, la deuxième clé, c'est d'apprendre à mieux vous accepter, mieux vous assumer. Je dirais que apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, c'est une chose. Apprendre à mieux vous assumer, c'en est une autre. C'est-à-dire que bien souvent, il y a une compréhension rationnelle, mais il s'agit d'une compréhension émotionnelle. Il s'agit d'intégrer cette différence. Or, le problème, c'est que d'abord, vous faites un déni de différence parce que vous avez tendance à vous voir comme les autres. Ensuite, vous avez du mal à accepter d'être différent parce que il y a de vrais risques à être différent et notamment le risque d'être encore plus rejeté. En fait, ce risque, je vous le dis tout de suite, il n'existe pas parce que de toute façon, vous êtes déjà perçu comme différent. Donc, autant l'assumer pleinement. Ensuite, vous ne voulez pas vous sentir supérieur d'une quelconque façon, mais notamment à cause des fausses croyances autour du HPI, de la notion d'intelligence. Mais en fait, selon moi, l'intelligence, elle va bien au-delà, comme vous l'avez très très bien exprimé. Et puis enfin, parce que la suradaptation, elle est très ancienne. Donc, du coup, il est difficile de se débarrasser de cette suradaptation aux autres et donc de revenir vraiment à vos propres modes de fonctionnement. Tout ça, c'est un travail d'acceptation qui nécessite d'être accompagné et par quelqu'un qui connaît très bien ce que vivent les HPI, quelqu'un qui vous comprend très bien. Ce travail nécessite aussi de porter un regard plus positif sur vous-même, dans une logique, pour éviter d'être dans une logique d'auto-jugement, d'une logique de critique négative. Parce que oui, en effet, on a tendance à voir plus facilement le négatif. Et donc, ça passe par un travail d'estime de soi.
Et ce travail, il peut pas être fait par des méthodes classiques. Moi, j'ai personnellement essayé les méthodes classiques, le petit cahier d'estime de soi. C'est des méthodes qui fonctionnent pour 98% de la population, mais pas trop pour les HPI. Ils y voient un côté artificiel, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, le mécanisme qui se passe dans l'estime de soi. Donc, il faut aller au-delà de ces exercices un peu classiques. Et c'est une fois que vous aurez assumé qui vous êtes que vous pourrez vraiment adopter des modes de fonctionnement qui vous conviennent. Par exemple, ça peut être d'accepter l'idée de conduire plusieurs actions, plusieurs projets à la fois, parce que c'est vraiment comme ça que vous êtes motivé. Euh, Par exemple, de prendre le temps qu'il vous faut pour vous nourrir avant de commencer un travail un peu complexe, parce que vous savez que vous avez besoin de vous nourrir et que une fois que vous aurez fait ce travail de nourrissement intellectuel, eh bien vous commencerez le travail et ça ira très très vite et ça ira beaucoup plus vite. Par exemple, de conserver certains aspects de perfectionnisme si ça vous rassure, si c'est comme ça que vous vous sentez bien. Moi, ça m'arrive de mettre vraiment, d'être assez perfectionniste dans la façon de présenter mes documents parce que je me sens mieux comme ça. La troisième clé, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Je vous disais tout à l'heure que vous avez tendance à vous déconnecter de vos émotions. Là-dessus, c'est vraiment un travail qui demande beaucoup de bienveillance et de patience. C'est un apprentissage progressif, donc il faut être patient et accepter l'échec. Il faut accepter l'idée d'y aller pas à pas. Et surtout, n'essayez pas d'y aller tout seul parce que, bah, d'une certaine façon, se reconnecter à vos émotions, c'est un peu comme si vous demandiez à votre cerveau de se reconnecter à quelque chose de dangereux. D'une certaine façon, votre cerveau, c'est lui qui les a enfouis, ces émotions, pour des raisons d'autoprotection, donc c'est pas lui qui va aller les chercher. C'est juste pas possible. Vous avez vraiment besoin d'une aide. Dans mon cas, l'émotion principale, c'était vraiment la colère. Encore une fois, la colère, c'est une émotion qui est extrêmement fréquente chez le HPI. Et plus je cherchais à enfouir cette colère, plus elle ressortait à tout bout de champ, même sur des sujets très banals. Et donc ça faisait que je me critiquais moi-même. Et en me critiquant moi-même, eh bien, je renforçais encore plus ma frustration et mes colères. Et donc, il m'a fallu du temps pour comprendre que je pouvais pas y arriver tout seul. La quatrième clé, c'est d'essayer de canaliser votre cerveau. Alors, je pourrais vous donner 1000 techniques pour ça, mais je vais essayer de me limiter à certaines. D'abord, c'est de développer des activités qui soient des activités plutôt physiques et qui vous permettent de mieux vous ancrer dans votre corps. Et quand je parle d'activités physiques, c'est des activités qui vont être des activités de fond, type marche, course, vélo, natation, qui vont nécessiter un engagement intense et donc une dépense énergétique intense, et ça va occuper votre cerveau, ou en tout cas, ça va vous permettre de canaliser votre cerveau. La deuxième tactique, c'est d'utiliser par exemple votre cerveau de temps en temps quand vous sentez qu'il est vraiment très très gourmand sur des activités ludiques pour dépenser son énergie. Moi, ça va être les sudoku ou ça va être des applications avec des petites bouteilles de couleurs. Ça s'appelle Watersort pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et moi, ça m'aide à m'endormir. C'est aussi d'apprendre à mieux comprendre le fonctionnement de votre cerveau pour mieux le contrôler. Alors ça peut sembler un peu paradoxal et schizophrénique, mais il n'empêche que là-dessus, je propose des choses. Ça peut être aussi de concentrer votre attention sur les autres. Alors c'est pas toujours évident parce que c'est une tactique qui fonctionne bien à condition déjà d'avoir travaillé sur vous-même et d'avoir une certaine estime de vous-même. Si vous avez suffisamment travaillé sur vous-même, à ce moment-là, vous pouvez concentrer votre énergie sur les autres. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un métier orienté vers les autres, eh bien, c'est plus facile de canaliser leur cerveau. Et puis, le dernier conseil que je donnerais pour canaliser votre cerveau, c'est de ne surtout pas juger ce fonctionnement bouillonnant. Si vous êtes dans le jugement, eh bien, c'est une autre façon d'alimenter votre travail autoréflexif et votre cerveau qui fonctionne comme un hamster. Voilà. L'autre point que je voulais vous dire, c'est d'ajuster vos croyances. En fait, si vous n'arrivez pas à avancer, si vous n'arrivez pas à vous engager, vous qui aimez plutôt beaucoup l'action et la vitesse d'exécution, c'est que vous avez sans doute des freins inconscients. Par exemple, une de mes clientes avait la croyance que pour réussir dans la vie, il lui fallait prouver aux personnes, je parle en contexte professionnel, il lui fallait prouver aux personnes qui lui sont complètement opposées qu'elle était capable de travailler avec eux. Et ainsi, de façon répétitive, elle s'est emmanchée dans des jobs où elle était toujours en contact avec des personnes qui étaient complètement toxiques pour elle.
C'est juste en prenant conscience de ça qu'elle s'est dit, mais et si j'acceptais aussi de travailler avec des gens qui sont un peu plus proches de moi, ce sera certainement plus confortable, moins épuisant pour moi. Et puis, réussir à vous lancer passera probablement aussi par lever certaines de ces croyances qui vous empêchent d'avancer. Et les croyances des HPI, elles sont d'autant plus difficiles à remettre en cause que, en général, ils ont raison et ils le savent. Et puis, ben, la sixième clé, effectivement, faites-vous accompagner et pas par n'importe qui, faites-vous accompagner par quelqu'un qui est un spécialiste de HPI. Voilà. Alors ça, c'est juste un petit zoom sur une masterclass que je propose, puisque au-delà de l'accompagnement individuel que je propose également un accompagnement collectif sous forme d'une masterclass. C'est fait pourquoi? C'est fait. Alors c'est une masterclass, c'est une formation action qui vous permet de comprendre vos modes de fonctionnement, d'en faire des forces, qui vous permet de bénéficier d'une sorte de bilan personnalisé, d'identifier vos forces et de savoir vous appuyer dessus, de clarifier vos objectifs professionnels, de les rendre réalisables et d'identifier les pistes pour les atteindre, de réussir à vous engager durablement vers l'atteinte de vos objectifs, et puis surtout de bénéficier d'un réseau durable de confiance, de personnes qui vous comprennent et avec qui partager. Alors concrètement, c'est quoi? C'est 6 demi-journées en présentiel. J'ai une masterclass qui est démarrée à Lyon et une qui va démarrer à Paris en mars prochain. C'est des groupes de 6 à 10 participants. Donc là, on est 9 participants à Lyon. Voilà. Donc démarrage le 26 mars pour Paris. Et puis alors j'avais une promo jusqu'au 24 septembre, désolé parce que je ne l'ai pas actualisé. Mais du coup, je vous propose aussi une promotion. Alors non pas jusqu'au 24 septembre, mais jusqu'au 21 décembre. Voilà. Et puis, dernière chose, encore une fois, je vous ai mis dans le lien, dans le chat, le lien vers mon agenda pour celles et ceux qui veulent bénéficier d'un rendez-vous de 30 minutes gratuit. C'est fait pour quoi? C'est fait pour, j'allais dire, un, mieux identifier vos objectifs, deux, avoir des pistes d'action concrètes pour avancer. Alors, je reprends vos dernières questions et d'ailleurs, je vous avais promis des messages personnels, mais là, je suis vraiment en débordement. Alors, les questions. Très difficile d'identifier un poste dans lequel on s'épanouira, Daphné. Oui, en même temps, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, identifier déjà peut-être plutôt des contextes qui vous sont favorables, c'est-à-dire des contextes de personnes qui sont suffisamment ouvertes à la différence. Identifier des postes où il y aura suffisamment de complexité pour vous nourrir. Florence, les HPI se reconnaissent entre eux. Depuis que j'ai compris pour ma fille, pour moi, j'en ai détecté autour de moi. Absolument. Je partage complètement, Florence. Et ça fait du bien de se sentir dans un groupe et de se comprendre, tout à fait. D'où l'intérêt de cette masterclass. Face au toxique, écoutez son intuition, son mal au ventre. Absolument, Swazik. Merci. Merci beaucoup. Je trouve que cette reconnexion au corps est tout à fait intéressante. Perrine, je travaille en thérapie psy, l'alignement tête-cœur-corps et je travaille mon ancrage depuis mon burn-out. Ça fonctionne merveilleusement bien. Absolument. Excellente idée. Thomas C. Je confirme que nous sommes une cible parfaite des manipulateurs et toxiques. Les jeux politiques nous dépassent souvent et nous agacent. On a tendance à s'appuyer sur la valeur et les actes. Complètement d'accord. Daphné, c'est par rapport au fait de ne pas écouter ses propres besoins et de finir par oublier ce qu'on veut. Oui, en tout cas, ça a des conséquences, hein, effectivement, sur cette frustration, sur cette difficulté à se reconnecter à soi. Comment s'assumer et en même temps ne jamais dire qu'on est HPI, comme vous le disiez tout à l'heure. Ah, Véronique M, comment s'assumer? Comment s'assumer, non pas en le disant, mais en l'étant déjà, c'est-à-dire en assumant d'avoir des intuitions, en assumant d'aller vite, en assumant d'être multiple. Alors par contre, effectivement, ça nécessite un interfaçage avec les personnes. Et encore une fois, ma suggestion, c'est un, d'abord, de ne pas ne pas chercher à plaire à tout le monde, de ne pas chercher à vous interfacer avec tout le monde, mais plutôt de vous interfacer avec des gens qui sont capables, qui ont une certaine coloration un peu comme vous, pas forcément HPI, mais qui vont avoir une certaine ouverture à la différence.
Et puis deuxième chose, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, en expliquant vos modes de fonctionnement pour mieux les faire accepter aussi. Je dirais d'une certaine façon que des tas de gens sont différents. Il peut y avoir des personnes qui vont avoir une culture différente parce qu'ils viennent d'un pays étranger. Eh bien, ils vont s'expliquer, ils vont expliquer. On parle d'interculturalité dans les entreprises. Et pourquoi on parlerait pas d'interculturalité neurocognitive d'une certaine façon. Sauf que, bien évidemment, c'est moins connu, c'est moins répandu, donc c'est plus compliqué à répandre. Lisa, je suis humble, donc difficile à accepter ma différence HPI. Ben oui, effectivement. Mais ça n'est pas impossible pour autant. Et je dirais même, Lisa, que vous pouvez accepter votre différence sans renier votre humilité. Voilà. Marie, j'ai beau me renseigner sur ce sujet depuis des années, je suis toujours étonné à quel point je peux enfin faire partie d'une communauté de personnes différemment similaires. Merci, bah tant mieux. Recherche psy HPI habitué aux ovnis. Je reprends un terme qu'on m'a sorti 100 fois. Merci Amandine. Ouais, parfois je parle de martiens hein, sur Terre. Swazik, activité type chant, musique corporelle et cognitif. Oui. Sport tous les jours le matin, musique. Watersport, piège, oui peut-être, d'une certaine façon. Quel tarif pour les appels de 30 minutes? Zéro. Encore une fois, le rendez-vous de 30 minutes, c'est gratuit. C'est cadeau. Et sans engagement, j'insiste. Pertinence des cabinets de recrutement spécialisés HPI. Euh, pour Julien, je ne sais pas, mais je dirais que je pense que c'est quand même une plutôt bonne idée, a priori. S'ils ne sont pas des imposteurs, eh bien, ces cabinets de recrutement spécialisés en HPI devraient être créés par des HPI eux-mêmes. Et ça, vous le saurez, je pense, assez vite. Est-il possible de revoir la diapo 18? Alors, je vais vous envoyer dès ce soir le replay vers la présentation et du coup, vous aurez la totalité des diapos et pas seulement la 18. Voilà, alors j'avais des petits messages personnels, donc même si j'ai largement débordé, je vais quand même vous les donner pour celles et ceux qui sont là. Je me les suis notés pour ne pas oublier. Alors, Estelle, et si tu étais capable d'être plus performante sur un domaine nouveau que tu as choisi, plus encore que sur les domaines sur lesquels tu as déjà de l'expérience? Marie, et si votre peur du changement et votre difficulté à exprimer vos potentiels étaient juste liées à votre peur d'apparaître au grand jour et de faire de nombreux autres, qu'est-ce que ça vous permettrait d'envisager? Delphine, et si vos anciens collègues ne parlaient pas de la qualité de vos réalisations juste parce que celles-ci leur faisaient de l'ombre? Bon, je pense que ça, vous l'aviez deviné. Elina, concernant votre relation au reste de l'équipe, et si vous n'aviez pas à changer votre façon de fonctionner, mais juste à l'expliquer, comme je disais. Isabelle, et si pour mettre en action vos projets, il vous manquait qu'un petit coup de pouce, de quel coup de pouce auriez-vous besoin? Jessica, et si pour reconnaître vos alertes internes sur le trop, il fallait vous reconnecter à vos émotions et donc apprendre à les gérer et les anticiper? Parce que, encore une fois, alors je l'ai pas trop dit, mais au-delà de savoir gérer vos émotions, c'est encore plus important de savoir les anticiper. Parce que souvent, les gérer, il est déjà trop tard. Nathalie, et si pour réussir à vous focaliser pour votre futur business, vous aviez besoin de ce foisonnement en amont? Adil, et si en tant qu'excellent numéro 2, pour obtenir tout ce que vous attendez de vos managers, vous vous mettiez dans la peau d'un numéro 1? Jasmine, et si pour enclencher votre meilleur futur, vous commenciez par faire le premier pas? Jennifer, et si votre futur professionnel combinait plusieurs dimensions au lieu de ressembler à tous les autres, qu'est-ce que ça vous donnerait comme idée? Renaud, et si tu commençais par un travail sur l'estime de vous? Véronique A. Et si pour une fois vous repreniez le manche, qu'est-ce que ça vous permettrait de franchir comme étape? Véronique M. Et si vous trouviez votre façon bien à vous de savoir vous vendre, différente de la mienne, sur quelle force personnelle, au pluriel, pourriez-vous compter sur cela? Stanislas, et si vous n'attendiez pas que votre DRH ou votre employeur vous aide à identifier la suite pour vous, et si vous étiez capable de la définir par vous-même, à quoi ressemblerait-elle cette suite? Thomas, alors il y a deux Thomas. Il y a Thomas C d'abord. Et si pour la suite, savoir choisir reposait sur un travail introspectif sur vous-même et une reconnexion à vos émotions? Et si la connexion et le défi en étaient la clé de voûte? Amandine, et si pour votre travail provisoire en tant que salarié, votre choix se portait sur la polyvalence? Quelles idées ça vous donnerait-il? Lorraine, et si vous pouviez vous autoriser à être différente tout en restant humaine, comme les autres?
François, et si je te disais que voir les failles partout est un vrai atout et que tu peux valoriser dans ta carrière professionnelle, qu'est-ce que ça te donnerait envie de faire et de quelle façon tu le ferais? Franck, puisque les sociétés de managers de transition ne savent pas où et comment vous positionner, si vous vous définissiez votre positionnement par vous-même, quelle idée ça vous donnerait? Daphné, et si la clé pour comprendre et convaincre les autres était dans une meilleure compréhension et acceptation de vous-même? Marie-Alexandra, et si le monde de l'entreprise n'était pas uniforme, et si certaines entreprises et certains dirigeants étaient capables de s'ouvrir à des personnes comme vous? Tout espoir n'est pas perdu. Bertrand, même message que pour Daphné. Et si la clé pour comprendre et convaincre les autres était dans une meilleure compréhension et acceptation de vous-même? Et Julien, c'est un peu dans la même veine. Et si pour convaincre les autres, il fallait commencer par mieux vous comprendre vous-même? Lisa, et si pour pleinement assumer d'être une leader, vous preniez tout simplement conscience que vous pouvez le faire sans prendre la place de personne d'autre, si je vous disais que vous ne prendriez la place de personne d'autre. Swazik, et si ce que vous avez à apporter aux autres n'était destiné qu'à des personnes averties, comment feriez-vous pour identifier et rencontrer ces personnes? Et enfin, Thomas K, si pour trouver un cabinet en phase avec vos valeurs, vous commenciez par les formaliser vos valeurs et les exprimer en entretien, qu'est-ce que ça permettrait? Voilà, j'en ai terminé. Désolé pour avoir largement débordé. Alors, je vois beaucoup de merci. Comment réussir au sein d'une équipe quand on est obligé de réussir en solo, de s'isoler? Je crois que c'est pas c'est loin d'être une fatalité, Isabelle. Amandine, la méditation pleine conscience est très bénéfique. J'en ai pas parlé, mais je partage absolument. Eh ben, écoutez, voilà, j'ai même pas arrêté le partage, donc voilà, que au moins vous puissiez voir mon visage une dernière fois avant qu'on se quitte. Encore une fois, je vous remets dans le chat le lien vers mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Je vous remercie d'être restés si longtemps. Je vois qu'il y en a certains qui ont abandonné avant, mais bien évidemment, vous aurez accès au replay, donc la totalité de de ce webinaire. Excellente soirée à tous et puis bah, peut-être à bientôt.